Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme promis, nous avons décidé de lancer un direct aujourd'hui et conformément à la publication qui a été faite hier sur mon compte ici, qui concernait de parler d'un certain nombre d'éléments philosophiques, entre autres la relation, le rapport qui pourrait exister entre la philosophie et les autres sciences, notamment les sciences humaines et sociales, en l'occurrence la sociologie par exemple, l'histoire, et également les sciences naturelles, à savoir la biologie, mais aussi les sciences formelles, les mathématiques. Deuxièmement, il était question de parler sur certaines composantes de la philosophie, certaines branches de la philosophie, et les branches majeures, il s'agit de la métaphysique, qui d'ailleurs était considérée comme la philosophie au temps d'Aristote, puisqu'Aristote est qualifié comme l'inventeur de la métaphysique, mais il n'a pas inventé le concept de métaphysique, puisqu'en vérité le concept de métaphysique est postérieur à Aristote, c'est-à-dire le concept de métaphysique est né après Aristote. Il y a effectivement aussi, à côté de la métaphysique, la logique. Et j'ai aussi décidé de toucher, après la logique, j'ai décidé de toucher par exemple à l'épistémologie. Ça, c'était le deuxième point. Au troisième point, il était question de parler de la philosophie africaine, de la pensée africaine. Est-ce qu'il existe une pensée philosophique africaine? Je crois que c'est l'une des problématiques, l'une des questions qui, depuis des siècles, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, je vais essayer d'aborder cette problématique sur un angle un peu plus simple. Donc, la pensée africaine, l'Afrique a-t-elle une philosophie? Voilà les trois grands points qui vont faire l'objet de ce direct aujourd'hui. Voilà, placé sur le manguier avec toute la simplicité. Je profite pour dire bonsoir à tout le monde. Et donc, il s'agit sans aucun doute de M. Alain Foucault. M. Alain Foucault, que tout le monde connaît sur le surnom de maître des mots, philosophe, effectivement, et professeur de philosophie. Puisqu'il y a cette différence, il y a les professeurs de philosophie, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes, puisque de nos jours, nous avons plus tendance à croiser les professeurs de philosophie. Or, les philosophes, ils sont peu. Il y a certains qui vont déjà me poser la question de savoir quelle est la distinction entre un professeur de philosophie et un philosophe. Je vais répondre à la question de façon simple pour dire que le professeur de philosophie se concentre sur ce qu'on appelle la dispensation du cours qui lui est soumis. Il donne ce cours de façon, si vous voulez très bien, désintéressée, pourtant que le philosophe, lui, il vit. Il vit la pensée ou les pensées des grands philosophes qui ont existé avant lui. Le philosophe, lui, se fixe un idéal qu'il essaie d'atteindre. Vous pouvez venir dispenser les cours de philosophie sans avoir un comportement philosophique. Donc, vous devenez un professeur de philosophie. Mais celui qui déciderait alors de suivre une attitude philosophique conformément à des grandes conceptions, ou ce qu'on dit des grandes doctrines ou théories philosophiques, la personne alors devient philosophe. C'est d'abord la problématique même de la notion de philosophe. Alors, M. Sek Kaba Kamara, je savais que vous serez en direct.
Bonsoir et bienvenue. Et il s'agit sans aucun doute d'évoquer, si vous le voulez bien, 3 éléments principaux autour de la question philosophique, la philosophie africaine, le rapport ou les rapports de la philosophie avec les sciences, entre parenthèses les sciences humaines et sociales, mais effectivement aussi les sciences naturelles ou les sciences de la nature. Ensuite, évoquer quelques méthodes, quelques branches, j'allais dire, de la philosophie. Donc, ce sont quelques éléments qui, naturellement, vont nous permettre d'aborder le concept autour de ces directs. Donc, vous pouvez déjà procéder au partage de directs dans les groupes, notamment philosophiques ou scientifiques, ce qui pourrait avoir un intérêt. Donc, je disais que le concept de philosophe est un concept autour duquel il y a beaucoup de divisions. Il y a certains qui croient que le philosophe doit sortir forcément d'une université de philosophie. Ce qui est l'une des grosses erreurs. C'est mal connaître la philosophie qu'il faut forcément demander qu'à ce qu'on sorte d'une école de philosophie pour être qualifié de philosophe. Pour précision, la philosophie, je le dis de façon alors très simple, la philosophie, c'est parmi tant d'autres disciplines scientifiques, peut-être la seule qui ne nécessite pas ou qui ne demande pas l'usage d'un diplôme pour alors devenir titulaire de ces titres. La philosophie ne demande pas l'usage d'un diplôme quelconque pour devenir titulaire de ces titres. On peut ne pas être alors d'une université de philosophie, mais on devient philosophe. Ce sont des réalités que beaucoup oublient. Et vous allez voir, ceux qui apprennent le concept que j'ai inventé personnellement, la philo scientifique, pensent que la philosophie se limite seulement qu'à ça. Je vais d'abord essayer de vous faire comprendre qu'il y a eu des grands philosophes qui ne sont sortis d'aucune école philosophique. Mais qui ont été influencés par les pensées des autres philosophes. Être influencé par les pensées d'un philosophe ne signifie pas que nous avons suivi intégralement, comme on peut le voir aujourd'hui dans les universités, que nous avons suivi les cours avec ces maîtres. Nous avons réparti la philosophie alors en 2 grandes étapes. Nous avons la philosophie théorique et la philosophie pratique. La philosophie théorique, c'est celle-là qui date alors du 6e siècle et qui prend fin avec l'apparition des sophistes. Et à partir des sophistes et la génération de Socrate, nous avons la philo pratique. La philo théorique se permet de se poser des questions, alors des spéculations sur la nature. Cette philosophie qui était appelée dans le temps la physiologie, qui s'occupait de l'étude de l'univers, de la nature. Donc c'était à partir du 6e siècle que cette philosophie va voir jour. Il s'agit sans aucun doute de ce qu'on appelle la philosophie alors naturelle, ou, si vous voulez très bien, la philosophie théorique. Mais à partir des sophistes, nous avons un espace de temps avant de passer à proprement parler à la philo pratique. Il s'agit sans aucun doute de la philosophie alors qui se laisse maintenant entraîner par l'art oratoire. Les sophistes, pour un peu d'information, ce sont des groupes de sages, donc des groupes de philosophes qui sont apparus alors avant Socrate et qui ont essayé de donner à la philosophie l'image non pas d'une discipline qui porterait sur l'univers matériel et de connaître les lois de cet univers, mais plutôt de s'intéresser à l'homme, mais non pas d'un point de vue comportementaliste, mais plutôt d'un point de vue purement alors langagier. Cette fois-ci, il fallait juste se limiter à l'art oratoire, puisque les sophistes, parmi lesquels on a Gorgias par exemple, nous avons celui qu'on appelle Protagoras, nous avons Hippias, qui a été d'ailleurs l'objet de 2 livres de Platon, Hippias mineur et Hippias majeur.
Protagoras, effectivement, a été aussi l'objet d'un livre de Platon, même le Gorgias, ou le sophiste a été effectivement alors des objets d'étude des ouvrages platoniciens. Alors donc, ce groupe de sages a été automatiquement critiqué par la présence de Socrate. Donc avec Socrate, on a la deuxième phase alors de la philosophie qui tourne désormais la page au naturalisme, qui tourne désormais la page à l'art oratoire ou la rhétorique et qui donne l'avantage cette fois-ci à ce qu'on appelle le comportement ou la morale. Donc à ce point, on peut dire que Socrate n'a jamais été le fondateur de la philosophie en général. Je parle de la philosophie grecque en général, mais Socrate n'a été qu'un point de départ. Alors, si vous voulez très bien, n'a été qu'un certain révolutionnaire, hein, quelqu'un qui a apporté plus de changements, hein, qui a donné une nouvelle orientation, une nouvelle vision à la philosophie. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, Socrate devient le concepteur, le père fondateur de la philosophie morale, qui est d'ailleurs la branche de la philosophie qui étudie les concepts moraux. Et comme concept moraux, on peut parler de justice, on peut parler de droit, on peut parler de devoir, mais effectivement aussi, ces concepts ont trait à l'organisation de la société. C'est ainsi qu'à ce niveau, on peut parler de l'État. Donc, c'est un concept d'ordre politique. L'État, alors, fait partie des éléments ou des grands problèmes de la philosophie, dite la philo-morale. Donc, on ne peut pas dire en principe philo-morale et politique, non. On dit philo-morale tout simplement, puisque l'élément sur lequel porte la politique qui est appelé l'État est un élément de la philo-morale. C'est l'un des grands problèmes de la philo-morale. Donc, philo-morale et politique, ça serait absurde. On n'a pas droit d'exprimer cette pensée comme ça. Ah, donc ça, c'était une précision. C'est pour dire que Socrate devient la référence désormais de la philosophie. Avant Socrate, tous les penseurs philosophiques qui ont existé sont appelés les présocratiques. Alors, vous-même, vous attendez présocratique. Nous avons le préfixe pré, qui signifie avant. Alors, nous avons socratique, qui est adjectif qualificatif, qui se rapporte au nom Socrate. Donc, présocratique signifie ayant existé avant Socrate. Donc, ils ont existé avant Socrate. Tandis que les socratiques, cette fois-ci, il s'agit de la deuxième génération des philosophes qui, soit ont vécu avec Socrate, ou sont venus après Socrate. C'est ça. Maintenant, dans la catégorie des socratiques, il y a deux références. Nous avons Platon et Aristote. Aristote et Platon deviennent alors les deux références de la philo-socratique. Avec Platon, nous assistons à la création, disons-le, de la toute première école de philosophie. École au sens que nous pouvons entendre aujourd'hui. Et cette école était appelée l'académie, en référence à un héros grec appelé Académos, puisqu'en réalité, l'école a été juste construite tout près de la statuette ou de la statue de ces héros qu'on appelait Académos. Donc, ce qui fait dire que c'est la toute première école alors de philosophie qui a existé au sens strict du terme école. Puisque par école, il faut attendre, d'une part, au sens large, un groupe d'individus qui partagent les mêmes pensées ou les mêmes idéologies. Donc, ça peut être une école. Là, on peut entendre, par exemple, l'école pythagoricienne. Voilà, on peut entendre, par exemple, l'école éphésienne. On peut, par exemple, entendre alors l'école milésienne. C'est-à-dire un certain groupe d'individus, même qui n'ont pas de rapports alors sociaux, mais qui ont une même vision pour expliquer un phénomène de l'univers. Ces derniers vont former une école. Mais je parle d'école au sens strict du terme, comme nous pouvons le concevoir aujourd'hui. Donc l'académie est la toute première école philosophique qui a existé. Donc après Académie de Platon, puisque j'ai dit qu'il y a deux références, nous prenons maintenant nous avons ici le lycée. Le lycée a été la deuxième école de philosophie qui a existé avec Aristote. On n'est pas oublié qu'Aristote et Platon, il y avait des rapports sociaux, mais effectivement des rapports de l'élève à maître. Donc des rapports entre élèves et disciples. Platon était bel et bien le maître d'Aristote. Aristote est venu à l'académie de Platon à 17 ans. Donc il y est resté beaucoup longtemps.
jusqu'à ce que, alors, il y eut un autre chef à la tête de l'académie. Peut-être c'est l'une des causes pour lesquelles Aristote aurait quitté l'académie et aurait tenté de fonder sa propre école appelée le lycée. Donc c'est peut-être l'une des querelles doctrinales ou alors d'ego entre les successeurs de Platon qui aurait permis à Aristote de fonder une école personnelle appelée le lycée. Donc c'est l'une des précisions qu'il faut apporter. Alors donc, avec ces derniers, nous assistons désormais à la prolifération, si vous voulez très bien, au développement des nouvelles idées. Donc on peut voir par exemple, il y a l'ancienne académie, il y a la nouvelle académie, ainsi de suite, et ainsi de l'autre côté le lycée. Alors donc, tous les autres philosophes vont s'inspirer soit du lycée ou de l'académie. Donc ça, c'était juste une façon de faire la singularisation de la pensée socratique. Alors, qui est philosophe au sens strict du terme? Lorsque nous feuilletons le contenu des documents, on se rend compte que le concept de philosophe peut avoir plusieurs significations. Et toutes ces significations entrent en vigueur, en tout cas lorsqu'il s'agit d'appliquer ou de pratiquer la profession de philosophe. Nous avons, à quelque part, ceux qui sortent des universités, des grandes écoles de philosophie, bien sûr, au sens strict du terme d'université, qui alors sont admis pour le baccalauréat et on les oriente dans les départements alors des sciences philosophiques. Ces derniers sortent avec la licence et deviennent philosophes. Mais cela ne remet pas en question l'identité exacte des autres personnes qui ont effectivement un autre statut que je vais tout à l'heure évoquer et qui fait d'eux aussi des philosophes. Alors donc, lorsque nous prenons ceux-là qui sortent des universités et qui sont appelés philosophes, c'est vu le statut juridique qu'on les rattache. Le statut juridique, c'est le fait pour un État de reconnaître un groupe de personnes selon tel, mais notamment par rapport à leur niveau d'études ou par rapport à l'école ou à une université bien déterminée. C'est un statut juridique qu'on accorde à ces derniers pour dire qu'ils sont philosophes. C'est l'État qui reconnaît en eux d'être philosophes. Ça, c'est d'un point de vue juridique. C'est un statut juridique. Et à côté de ceci, alors nous avons une deuxième définition du philosophe. Le philosophe, c'est qui? Le philosophe, c'est avant tout cette personne qui, cette fois-ci, quitte le domaine de l'ignorance et s'interroge sur l'univers qui l'entoure, adopte à cet effet une attitude et un comportement, ce qu'on appelle le mode de vie, pratique bien sûr, celui-ci devient automatiquement philosophe. Il n'a pas besoin d'aller dans les grandes universités. D'ailleurs, il n'a même pas besoin d'étudier pour votre information. Il peut ne pas étudier, mais il devient philosophe. Il s'agit de se fixer un idéal. Il s'agit de se fixer alors une attitude, de se faire soi-même une attitude morale et de se comporter conformément à cette attitude, ou soit en se référant à des attitudes ou des idéologies des grands penseurs philosophiques qui nous ont précédés. On devient philosophe à cet égard. Donc c'était des petites nuances qu'il faut soulever un peu autour de la conception du philosophe. Or, un élément est important. Le philosophe, c'est la société qui juge un individu d'être philosophe ou pas. Tu peux sortir des universités, mais la société ne te reconnaît pas philosophe. Tu peux ne pas être des universités, la société va te reconnaître philosophe. Ce qui signifie que le philosophe, avant tout, n'est pas celui qui a une culture intellectuellement développée, non, mais celui qui a une idéologie, celui qui se fixe un idéal, celui qui veut alors atteindre un objectif, mais en se fixant un mode de vie pratique. Par exemple, difficilement on peut identifier quelqu'un qui est sorti des universités. Si la personne n'a pas une attitude philosophique, on ne peut pas l'appeler philosophe, mais quelqu'un qui n'est même pas allé dans les grandes universités philosophiques, mais qui se pose des questions que la société n'a pas vraiment, que la société ne se pose pas naturellement, on dira que bon, voici un philosophe parmi nous, puisque le philosophe est reconnu par sa façon de réfléchir. Alors donc, de passage, je vais saluer Madame Doussou Diallo qui effectivement suit le direct. Je lui dis bonsoir et bienvenue dans ce direct philosophique qui tourne autour de quelques éléments, notamment
Premièrement, nous avons les rapports qui pourraient exister entre la philosophie et les autres sciences, à savoir les sciences sociales et humaines, mais effectivement les sciences naturelles aussi. Et nous avons, au second point, l'étude de quelques composantes ou branches de la philosophie, le cas de la métaphysique par exemple, le cas de la logique. Nous pouvons aussi enfin parler de la philosophie africaine. Est-ce que l'Afrique a vraiment une pensée philosophique? Alors vous allez voir à ce niveau qu'il y a totalement un débat sur le statut philosophique de l'Afrique, puisque c'est l'une des réalités qu'il faut soulever. Quand vous prenez un peu le système éducatif en République de Guinée, il n'y a que seulement pour un seul niveau et pour un mois et demi que l'on essaie de parler de façon sommaire de la philosophie africaine. Mais on devrait être capable d'inculquer dans l'esprit alors de ceux-là ce qu'on appelle la philosophie africaine. Donc la philosophie africaine, alors, se définirait comme étant toutes les pensées que l'Afrique a connues depuis l'existence des premiers Noirs, bien sûr, les antiques, depuis l'Égypte là-bas. Or, le statut africain de l'Égypte est à remettre en question par certains savants et certains égyptologues. Donc, on va revenir là-dessus. C'était une façon de rappeler les trois éléments principaux autour desquels le direct d'aujourd'hui se situe. Donc, vous pouvez procéder déjà à partager le direct dans le groupe. Et donc, après avoir abordé le concept des philosophes, je crois s'il n'y a pas de questions à ce niveau, on peut continuer. Maintenant, on va venir à ce que peut être les composantes de la philosophie. Les composantes de la philosophie. Maintenant, lorsque nous parlons de composantes de la philosophie, il s'agit d'évoquer juste les branches de la philosophie. La philosophie, pour votre information, n'est pas un domaine bien délimité, tel qu'on peut voir dans les autres sciences. Il y a une limite aux branches. Mais quand on prend la philosophie, c'est un domaine illimité, c'est un domaine indéterminé. Donc, il ne peut pas y avoir une délimitation précise. La philosophie, donc, étant un domaine vaste, il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas délimiter la philosophie. Je vais d'abord commencer par ces raisons. La première raison, c'est d'abord d'un point de vue épistémologique. Et lorsqu'on dit un point de vue épistémologique, nous voudrons dire ici que la philosophie n'admet pas une seule définition, la philosophie n'admet pas un seul objet, et la philosophie n'admet pas une seule méthode. Il est pratiquement impossible que la philosophie puisse admettre aussi quelques branches délimitées. C'est pratiquement impossible. Ça, c'est d'abord un problème d'ordre épistémologique. Maintenant, il y a un autre problème qui est un problème d'ordre purement philosophique, c'est que chaque philosophe vient avec une nouvelle conception du monde ou de l'univers qui l'entoure. Ce n'est pas parce que vous avez été à la base de la conception de l'immortalité de l'âme que vous ne pourrez pas aussi avoir un autre philosophe pour évoquer des thèses contradictoires. Donc une thèse contradictoire à l'immortalité de l'âme devient automatiquement, si vous le voulez bien, alors une nouvelle conception. Et ça, c'est une nouvelle branche de la philosophie qui existe. Même sans délimite, c'est-à-dire même sans appellation, mais nous avons la naissance d'une branche de la philosophie. C'est un problème purement philosophique. Toute réflexion philosophique constitue à l'avance une branche de la philosophie. Toute réflexion philosophique constitue une branche de la philosophie, même sans aucune appellation. Même une conception morale simple au sein d'une société constitue une des branches de la philosophie. Alors donc, mais nous allons d'abord faire un panorama, c'est-à-dire on va essayer de faire un ramassé général sur quelques branches. Ensuite, nous allons revenir sur les branches qui nous concernent pour notre direct. Donc, quelques branches de la philosophie, il y en a assez. Alors, nous pouvons prendre la gnoséologie. La gnoséologie, ça, c'est une des branches de la philosophie. Le concept dérive du grec. Nous avons gne qui signifie gne, ça c'est G, N et absence à peau, comme on aimait dire élémentairement, qui signifie connaissance. Et nous avons ici, à côté maintenant,
logos. Voilà, donc là, tout le monde connaît, études, ainsi de suite. Maintenant, la gnosiologie, c'est la science qui s'occupe de l'étude des connaissances, mais de façon générale. C'est que la gnosiologie est totalement différente de l'épistémologie. La gnosiologie, c'est l'étude du savoir de façon générale. La gnosiologie s'occupe du savoir scientifique et du savoir ascientifique. Le savoir scientifique, c'est bel et bien ce savoir qui s'inscrit dans l'explication méthodique de l'univers. Le savoir ascientifique, ce sont des connaissances que nous avons, mais qui ne peuvent pas avoir une explication, alors tel qu'on peut expliquer les phénomènes du monde de façon scientifique. La magie, par exemple, c'est un savoir ascientifique. La sorcellerie ou la métaphysique est un savoir ascientifique. Alors, même la religion est un savoir ascientifique. Donc, la gnosiologie fait englober cet ensemble de connaissances de façon générale. C'est ça la gnosiologie. À côté de la gnosiologie, nous avons l'épistémologie, comme il fallait le dire déjà. Donc, épistémé, du grec épistémé, qui signifie connaissance vraie, connaissance véritable. Et logos qui signifie étude. Cette fois-ci, il y a une certaine singularité de l'épistémologie par rapport à la gnosiologie. Si la gnosiologie porte sur le savoir de façon universelle, de façon générale, j'allais dire, de façon englobante, quand on prend l'épistémologie, elle porte sur la connaissance uniquement scientifique. C'est pourquoi le terme d'épistémologie peut avoir plusieurs sens, selon le monde francophone et selon le monde anglo-saxon. Quand on prend l'épistémologie dans le cadre purement francophone, l'épistémologie s'est définie comme étant la science qui s'occupe alors de la validité des connaissances scientifiques. La validité des connaissances scientifiques, c'est une critique qu'on apporte pour corriger les défauts ou les erreurs des sciences, afin de valider les inférences scientifiques. Mais quand on prend l'épistémologie dans le cadre, si vous voulez très bien, anglo-saxon, l'épistémologie devient l'étude alors critique des connaissances. Donc là, le monde anglo-saxon fait donner à l'épistémologie le caractère gnosiologique. Mais la particularité, je le dis bien, c'est que l'épistémologie est vraiment focalisée sur la connaissance scientifique, tandis que la gnosiologie alors porte sur la connaissance de façon générale. À côté de l'épistémologie, nous pouvons revenir à ce qu'on appelle la philo-morale. La philo-morale, qui est d'ailleurs l'une des branches de la philosophie, et la philo-morale, par définition, est un ensemble de connaissances qui portent sur les concepts moraux. Là, j'étais en train de le dire à l'introduction. Et quand on dit les concepts moraux cette fois-ci, il s'agit de la justice, il s'agit du droit, il s'agit du devoir, il s'agit sans aucun doute de ce qu'on appelle l'État, l'organisation de l'État, et c'est à ce niveau que la politique intervient dans la philo-morale, bien sûr. Donc, comment l'État doit être organisé? D'abord, c'est quoi l'État? Quel est l'État, bon, l'État idéal pour les hommes? Et là, à ce niveau, il peut y avoir des discussions autour de Platon, autour d'Aristote, dont chacun a écrit un ouvrage philosophique. Platon va développer sa théorie de l'État dans la République et Aristote va développer sa théorie dans son ouvrage appelé Le Politique. Alors donc, la philo-morale vient s'occuper de cet ensemble de concepts-là. D'abord, le mode de vie de l'individu dans la société. À ne pas oublier un facteur important, c'est que lorsque nous sommes avec la philo-morale, nous allons remonter le cours de cette discipline à Socrate. C'est Socrate qui est le point de référence de la philo-morale. Donc regardez un peu plus les Grecs, il y avait plusieurs dieux. Alors sur le fronton du temple de Delphes, consacré, je crois, au dieu Apollon, si je ne me trompe, alors il y avait une écriture, une inscription. Et sur le fronton, il était inscrit connais-toi toi-même. Donc, lorsque nous prenons connais-toi toi-même, c'est le point de départ de la philo-morale. Et peut-être que c'est ce que Socrate aurait lu. Effectivement, quand on prend des ouvrages de Platon, Socrate lui-même fait référence au connais-toi toi-même en disant de quitter le monde de la spéculation sur la nature. Les questions spéculatives ne peuvent pas donner une réponse. On ne peut jamais connaître l'univers. L'univers est insaisissable. Donc, on quitte le côté plutôt
mythologique de l'explication de l'univers pour venir dans le cadre purement moral.